3, 2, 1. Bonjour. Le cours de ce matin va porter sur l'évaluation, les normes et l'accréditation. Notre présentation va suivre le plan ci-après. Un premier chapitre de généralité. Ensuite, nous aborderons quelques termes et définitions liés à l'accréditation. Dans le troisième chapitre, nous verrons les normes nationales et lignes de conduite. Puis, dans le quatrième, les organismes de normalisation. Et avant de conclure par le résumé, nous verrons quelques éléments d'un processus d'accréditation. À la fin de cet enseignement, les participants devaient être en mesure de comparer et différencier accréditation, certification et licence aux conditions d'ouverture, décrire les processus impliqués dans le développement des standards et discuter la nécessité de normes et de standards pour les laboratoires. Le scénario proposé, c'est que vous êtes administrateur, enfin l'administrateur de votre hôpital vous a demandé en tant que responsable du laboratoire d'examiner la possibilité d'accréditer le laboratoire. Que signifie être accrédité? Où pouvez-vous obtenir des informations et comment commenceriez-vous? En ce qui concerne les généralités, nous dirons que l'évaluation est le moyen de déterminer l'efficacité d'un système de gestion de la qualité au laboratoire et les normes et accréditations sont les bases de cette évaluation. C'est donc quelque chose de très important pour pouvoir juger de la compétence et de la conformité d'un laboratoire. Alors, pourquoi faire l'évaluation au laboratoire? L'évaluation, en fait, va permettre la reconnaissance du laboratoire comme fournissant des résultats exacts et reproductibles, et aussi la reconnaissance de la conformité du laboratoire aux normes de qualité et de standards utilisés pour l'évaluation. Cette évaluation ici sera l'accréditation ou la certification. Pour aller à l'accréditation, des responsabilités doivent être bien connues et bien définies et partagées. En effet, dans un laboratoire, le directeur du laboratoire, s'il veut aller à l'accréditation, doit chercher les informations sur les normes et standards, appropriés, mettre en œuvre les standards internationaux ou nationaux. Il doit aussi chercher l'information sur les processus d'accréditation et de certification et utiliser les résultats pour fournir un meilleur service aux clients. Le responsable qualité du laboratoire est chargé d'expliquer au personnel le processus de réponse. Le processus de réponse aux standards. Il prépare le laboratoire pour les évaluations. Quant aux techniciens, ils sont conscients des exigences de l'évaluation. Du moins, ils doivent être conscients des exigences de l'évaluation. Ils doivent contribuer en répondant aux standards. Ils doivent être conscients des processus de l'évaluation et ils doivent aider à participer, à préparer cette évaluation. Avant d'entrer dans
le vif du sujet, un certain nombre de termes et de définitions doivent être connus, parlant de normes et accréditation. Le premier terme à définir, c'est le document normatif. Qu'est-ce qu'un document normatif? C'est un document qui va donner les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques pour les activités ou leurs résultats. C'est-à-dire les normes, les spécifications techniques, les codes de pratique et règlements constituent ce qu'on appelle des documents normatifs. Ensuite, la notion de norme ou standard. En fait, le terme standard est anglo-saxon puisque le terme norme n'existe pas en anglais. Donc, là, en français, vous avez norme et standard, donc en anglais, vous avez le mot standard. Donc, la norme ou standard est un document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés des lignes directrices ou des caractéristiques pour les activités ou leurs résultats, garantissant ainsi un degré optimal d'ordre dans un contexte donné. En fait, ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est que la norme est déjà établie par consensus. On verra que les agences de normalisation, effectivement, fonctionnent sous ce mode de consensus. Et donc, ce consensus-là va se faire et le document va être approuvé par l'organisme de normalisation. C'est un document qui va fournir disons, les lignes, comment exécuter les processus, les activités, etc. Quant au règlement, le règlement, c'est toute disposition prise par une agence gouvernementale ou une autorité administrative. Il faut aussi pouvoir différencier certification, d'accréditation et de licence ou agrément. La certification est une procédure par laquelle un organisme indépendant donne une assurance écrite que le produit, le processus ou le service est conforme à des exigences spécifiées. Ces exigences peuvent être des normes, des lignes de conduite, des procédures, des exigences et règlements. Donc ici, la certification cherche essentiellement à vérifier la conformité aux exigences spécifiées du laboratoire. Quant à l'accréditation, selon ISO 1589 version 2012, la dernière version est sortie en 2022, l'accréditation est une procédure selon laquelle un organisme faisant autorité fournit une reconnaissance formelle qu'une organisation est compétente pour réaliser des tâches spécifiques. En fait, l'accréditation va prendre en compte deux éléments, la conformité par rapport aux exigences et la compétence pour la réalisation des tâches, alors que la certification ne s'intéresse pas à la conformité aux exigences. Enfin, la licence ou agrément est une autorisation d'ouverture ou de pratiquer qui est généralement fournie par une agence locale gouvernementale. Cette autorisation est basée sur un savoir démontré, une formation et des compétences. Donc, c'est sur ces éléments-là que l'autorité se base pour accorder la licence ou l'agrément. Ces définitions étant données, passons aux notions de normes nationales et lignes de conduite technique. En fait, de nombreux organismes, organisations ou régions développent leurs propres exigences d'accréditation plutôt que d'utiliser les normes internationales. Ceci a quelques avantages puisque ces normes nationales sont généralement optimales pour un usage local,
elles reconnaissent les forces et faiblesses locales. Elles peuvent aussi être développées progressivement pour conduire à une reconnaissance internationale, mais elles présentent quelques faiblesses puisque souvent elles peuvent être biaisées et puis ne pas être reconnues par d'autres organisations. Donc, c'est le risque un peu de se baser uniquement sur des normes nationales. Les normes spécifiques au pays sont souvent basées sur les normes internationales et adaptées à la culture et aux conditions du pays. Ça aussi, c'est une des caractéristiques des normes nationales. Quant aux lignes de conduite et guidelines, il s'agit soit de conseils techniques pour la mise en place des normes, ou alors l'abord d'une méthode spécifique d'analyse. Par exemple, réaliser des tests rapides de VIH peut constituer. On peut rédiger des lignes de conduite pour réaliser des tests rapides de VIH. Mais aussi, pour choisir des équipements, on peut rédiger des lignes de conduite. En France, il existe le guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale auquel tous les laboratoires doivent être conformes. Donc, c'est une structure qui édite des lignes de conduite au niveau de la France. Au plan international, il existe un certain nombre d'organismes de normalisation dont nous étudierons brièvement. L'ISO, la CLSI, CEN et l'OMS. Ces organismes de certification et d'accréditation doivent présenter un certain nombre de caractéristiques. Ils doivent être approuvés, bien informés, basés sur des normes, avoir un personnel compétent et être objectifs. En effet, les organismes d'accréditation et de certification doivent généralement être eux-mêmes accrédités. Ils sont accrédités sous la norme ISO 17011. Ils doivent être bien informés et compétents sur le contenu et l'interprétation des normes et sur les disciplines à accréditer. Les évaluations sont toujours basées sur des normes établies. L'interprétation des compétences est basée sur des preuves plus que sur des impressions. C'est le critère d'objectivité. Ces organismes doivent fonctionner sur le critère de l'objectivité. Et ces organismes garantissent que tout le personnel est formé et compétent et que les membres des équipes sont bien informés aussi bien au niveau technique que sur la gestion de la qualité. Donc, il y a toujours des experts techniques et des experts qualité au niveau de ces organismes. Nous avons une dizaine de l'ISO, International Organization for Standardization, ou Organisation internationale de normalisation, qui est un réseau, nous allons dire, la plus grosse organisation de développement et de publication de normes, réseau d'instituts de normalisation nationaux de 157 pays, avec un membre par pays et un secrétariat basé à Genève, en Suisse. C'est une organisation non gouvernementale qui établit un pont entre les secteurs privés et publics, puisque les membres de cette organisation sont des différents secteurs. C'est pourquoi les normes ISO sont applicables à tout type d'organisation, y compris les laboratoires cliniques et de santé publique. Nous avons aussi le Clinical and Laboratory Standards Institute. C'est une organisation internationale à but non lucratif qui développe aussi des normes,
qui promeut le développement et l'utilisation volontaire de normes et de guidelines par la communauté médicale. Et les documents sont développés par des experts travaillant en sous-comité ou en sous-groupe de travail. Nous avons aussi le Comité européen de normalisation, qui est une agence de normalisation de l'espace économique européen et des pays associés. Et les thèmes généraux de ce comité comprennent ouverture, transparence, consensus et intégration. Enfin, nous citons l'Organisation mondiale de la santé, en abrégé OMS, qui a développé plusieurs normes professionnelles pour le diagnostic au laboratoire de maladies spécifiques telles que la poliomyélite, la tuberculose, la grippe et la rougeole. Voici quelques exemples de normes standards qui ont été publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Ici, on a l'exemple de la tuberculose et puis des standards de qualité dans les laboratoires de santé, etc. Ces différents organismes-là vont pouvoir mener des activités d'accréditation dont nous allons analyser quelques éléments du processus d'accréditation. Pour pouvoir faire une accréditation, il faut un certain nombre d'éléments, des organismes d'accréditation, des normes, des évaluateurs et des utilisateurs. Les organismes d'accréditation vont superviser les demandes et les évaluations. Ils peuvent aussi fixer les normes qui vont servir à l'accréditation ou à l'évaluation. Les normes, les candidats à l'accréditation doivent se conformer à ces normes. Les évaluateurs doivent être expérimentés et rechercher la conformité aux normes lors de leur évaluation. Enfin, les utilisateurs, ce sont les laboratoires, dans le cas qui nous intéresse, dont la conformité est recherchée. Alors, dans le processus de reconnaissance de la compétence et de la conformité, il faut savoir qu'il y a une certaine hiérarchie au niveau des organismes. L'organisme d'accréditation accrédite les organismes de certification, les laboratoires et les organismes d'inspection. Et les laboratoires vont réaliser des analyses d'essais ou des étalonnages. Les organismes de certification vont certifier les systèmes, par exemple avec la norme ISO 9001 ou la 9001 ou la norme ISO 14001. Certifier aussi le personnel ou certifier des produits ou des services. Et les organismes d'inspection vont inspecter les organismes de certification et les laboratoires. Ce tableau liste quelques organismes d'accréditation européens, avec en France le COFRAC, qui est bien connu, en Allemagne le DAR, au Royaume-Uni UCAS, etc. Les standards ou normes communément utilisés sont listés ici. Nous avons des standards de certification tels que la norme ISO 9001 version 2015 ou la norme ISO 14001 version 2015 aussi. Des standards d'accréditation, pour ce qui nous intéresse,
la norme ISO 17025, version 2017, qui concerne les laboratoires d'essai et d'étalonnage, et la norme ISO 15189, version 2012, dont la nouvelle version est parue en 2022, qui concerne les laboratoires de biologie médicale. On peut aussi citer les standards polio de l'OMS comme standard d'accréditation. Enfin, pour les règlements, nous avons le Clinical Laboratory Improvement Amendment des États-Unis, ou le GBA dont nous avons parlé tout à l'heure de la France, et le transport de matières dangereuses à l'ONU, qui sont donc des règlements qui fixent ces différentes activités. Pour aller à l'accréditation, il faut se poser un certain nombre de questions et ne pas, pour le dire trivialement, aller la fleur au fusil. D'abord, il faut s'interroger sur les normes. Quelles normes le laboratoire devrait-il utiliser? Parce que nous avons vu, il y a beaucoup de normes, les normes de certification, les normes d'accréditation. Le laboratoire a-t-il besoin d'une accréditation? Il faut répondre à cette question. Quelle est la situation du laboratoire vis-à-vis des règlements? C'est après une analyse de toutes ces questions que le choix peut être fait entre l'accréditation, la certification ou la conformité au règlement. Le processus d'accréditation est un processus qu'il ne faut pas prendre à la légère ou sans y réfléchir longuement, puisqu'il y a beaucoup d'exigences pour aller à l'accréditation. Il faut d'abord l'engagement du laboratoire au travers de sa direction. Il doit montrer son engagement. Cet engagement apparaît généralement dans la politique qualité. Ensuite, il faut planifier ces différentes activités d'accréditation. Il faut avoir des connaissances sur l'accréditation et aussi il faut avoir des ressources pour pouvoir aller à l'accréditation. Puisque la conformité a un coût qui peut être très élevé. Donc, la question à se poser, c'est où en est le laboratoire? Est-ce qu'on a une licence? Est-ce qu'on est certifié ou alors est-ce qu'on est accrédité? Ici, nous rappelons encore les éléments, les normes et règlements pour aller à l'accréditation, les normes de certification, les normes d'accréditation et les règlements. Alors, en ce qui concerne les laboratoires, nous avons deux normes principales pour l'accréditation. La norme ISO 17025 qui concerne les laboratoires d'essai et d'étalonnage. Cette norme 17025 est basée essentiellement sur les exigences générales de compétences. Compétences pour les tests de calibrage et prélèvement. Ensuite, compétences pour les laboratoires d'analyse et d'essai. Et cette norme-là permet donc d'analyser les compétences relatives à la qualité, à l'administration et aux services techniques. Donc ici, cette norme ne couvre pas la conformité aux exigences réglementaires et de sécurité. Dans la norme ISO 15189, version 2012,
est maintenant actualisée dans la version 2022. Cette norme concerne les laboratoires médicaux et a des exigences particulières pour la qualité et les compétences. Elle est basée sur les normes ISO 17015 de 1999 et ISO 9001, dont la dernière version est de 2015. Alors, le champ d'action de cette norme ISO concerne la gestion de la qualité au laboratoire, les processus techniques et la qualité au niveau de l'administration et des services techniques du laboratoire. Essentiellement, nous le répétons, c'est pour confirmer ou reconnaître les compétences du laboratoire et la conformité par rapport aux exigences. Cette norme ISO 15189 a pour avantage d'accroître et améliorer en permanence la satisfaction des clients, d'augmenter les parts de marché du laboratoire et d'atteindre les objectifs fixés et mesurer la performance, d'être prépondérant aux appels d'offres et surtout de consolider l'image de l'entreprise, puisque avoir l'accréditation ISO donne 1589 donne un certain prestige, pour ne pas dire un prestige certain, au laboratoire. Aller à l'accréditation nécessite de connaître, de maîtriser un certain nombre de concepts et de définitions. Pour aller à l'accréditation, nous avons la première notion, c'est la portée de la demande d'accréditation. La portée de la demande d'accréditation, c'est un énoncé formel et précis des activités pour lesquelles la structure, c'est-à-dire le laboratoire, est accrédité ou demande l'accréditation. Le laboratoire a un certain nombre d'activités ou de processus et n'est pas obligé d'emblée de tout accréditer. Donc, un choix peut être fait par le laboratoire pour l'accréditation. La portée générale va définir le champ de compétences au sein duquel le laboratoire conduit ses activités accréditées. Elle indique les limites de flexibilité de la portée par rapport aux matériaux, aux produits testés, au type d'essai, aux propriétés mesurées ou à l'étendue de la mesure. Alors, on parle de deux notions intéressantes que sont la portée flexible standard et la portée flexible étendue. La portée flexible standard correspond à une demande d'accréditation du laboratoire qui souhaite avoir la possibilité, entre deux visites d'évaluation, d'utiliser sous accréditation les révisions successives des méthodes reconnues et d'adopter des méthodes reconnues reposant sur des compétences techniques qu'il a précédemment démontrées. Donc ici, c'est une demande d'accréditation du laboratoire qui veut utiliser les révisions des méthodes qui ont été déjà reconnues lors d'une première accréditation et adopter ces méthodes reconnues. Comme cette portée flexible standard est étiquetée grand A. Quant à la portée flexible étendue étiquetée grand B, elle correspond à une demande d'accréditation du laboratoire qui souhaite avoir la possibilité, en deux visites d'évaluation, de mettre en œuvre sous accréditation des méthodes qu'il a adaptées ou développées. Donc, ce ne sont pas des méthodes standards, mais ce sont des méthodes que le laboratoire lui-même adapte ou développe et qu'il veut utiliser comme pour lesquelles il demande une accréditation. On parle aussi de portée détaillée.
qui correspond à une liste qui précise les activités et méthodes associées proposées sous accréditation aux clients du laboratoire. Alors, il y a un terme qui doit être bien compris, c'est la notion de méthode reconnue, la reconnaissance d'une méthode. Toute méthode publiée présentant les moyens nécessaires à sa mise en œuvre est issue des normes des fabricants de kits d'analyse certifiés, des revues scientifiques à compter de l'étude, par exemple, peut constituer une méthode reconnue. Or, le terme publié, dans toute méthode publiée, ici, on considère comme méthode publiée une méthode décrite et rendue accessible à tous sur la base de règles non discriminatoires. Donc, il faudrait qu'au niveau du laboratoire, cette méthode-là ne soit pas réservée à un petit groupe de techniciens ou de personnes, mais que ce soit une méthode qui est écrite et qui est accessible à tout le monde. Alors, quand on parle de moyens nécessaires à la mise en œuvre de la méthode publiée, ces moyens nécessaires sont constitués du domaine d'application, du principe de mesure utilisé, des réactifs, des équipements, de la description de la procédure, c'est-à-dire le mode opératoire, et de l'expression des résultats. Donc, cette méthode-là doit présenter tous ces éléments. Le domaine d'application, par exemple, le domaine d'application qui peut être la biologie médicale, c'est le domaine d'application, les principes de mesure, les réactifs utilisés, les équipements, la description de la procédure et l'expression des résultats. Voilà, sont considérés comme moyens nécessaires à la mise en œuvre de la méthode. Alors, une méthode ne sera pas reconnue ou sera dite non reconnue lorsqu'elle présente les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, mais que la méthode n'est pas publiée ou ne répond pas aux critères d'une méthode reconnue. C'est une méthode donc qui présente les moyens nécessaires, mais qui n'est pas publiée ou qui ne répond pas aux critères d'une méthode reconnue. Lorsqu'on parle de méthode adopter une méthode, c'est mettre en œuvre une méthode reconnue sans modification. Adopter une méthode, c'est mettre en œuvre une méthode reconnue sans modification. Par contre, adapter une méthode, c'est modifier une méthode ou l'ajuster aux besoins du laboratoire ou du client. L'adaptation, c'est une modification de la méthode pour l'ajuster aux besoins du laboratoire ou du client. Et développer une méthode, c'est défini comme adapter une méthode et ou concevoir une méthode. Adapter une méthode et ou concevoir une méthode constitue donc développer une méthode. Alors, les portées types d'accréditation existent. Ce sont des portées qui recensant les examens classiques de biologie médicale ainsi que les examens, analyses ou tests des autres domaines relevant de l'accréditation par la section santé humaine de l'organisme d'accréditation et qui sont établis dans le but de faciliter et d'harmoniser l'expression des portées. C'est ce qu'on appelle les portées types d'accréditation. C'est l'ensemble des examens classiques de biologie médicale ainsi que des examens, analyses ou tests d'autres domaines en santé. Les lignes de portée sont définies suivant 4 champs nécessaires pour déceler la
compétence mise en œuvre, décrit la compétence mise en œuvre, et qui peut être complété par un champ personnalisable. Alors, les 4 champs qui doivent apparaître sur les lignes de portée sont la nature de l'échantillon biologique ou de la région anatomique, la nature de l'examen ou de l'analyse, le principe technique général, appelé également principe de la méthode, et la référence de la méthode. Nous présentons ici un tableau de portée type à sous-famille dans le cadre d'un domaine de biologie médicale où le sous-domaine est la microbiologie, la sous-famille microbiologie générale. Alors, nous avons dit qu'il y a 4 éléments principaux. La nature de l'échantillon biologique ou de la région anatomique. Ici, liquide biologique d'origine humaine. La nature de l'examen ou de l'analyse. Nous avons la recherche, l'identification et ou la détermination de la concentration d'anticorps et ou d'antigènes spécifiques vis-à-vis d'agents infectieux, par exemple. Le principe de la méthode, c'est immunoenzymatique, test et design dérivé, immunoblotting, immunofluorescence, immunoprécipitation, néphélémétrie, agglutination, etc. Et la référence de la méthode, ce soit des méthodes reconnues, on a déjà expliqué ce que ça veut dire, ou des méthodes reconnues, adaptées ou développées. Donc, voilà une portée type déterminée par sous-famille pour une accréditation. Pour de l'accréditation, certains termes aussi doivent être maîtrisés. Nous avons la notion de consensus. Le consensus, c'est l'accord général en l'absence de fortes et irréfutables objections au cours de l'accréditation. Donc, ce n'est pas, au cours de l'accréditation, on ne fait pas de vote. Il faut généralement arriver à un accord sur des critères objectifs. L'énoncé normatif, c'est la partie requise essentielle de la norme, inclut généralement le mot doit. La direction doit faire telle chose. La note d'information, c'est une information sous forme de note qui est explicative, justificative ou fournissant un exemple. La conformité. La conformité satisfait à la fois au texte et à l'esprit de l'exigence. Donc, lors de l'accréditation, de l'évaluation pour l'accréditation, on va rechercher la conformité des preuves par rapport à l'exigence qui est dans la norme. La non-conformité sera donc la non-satisfaction aux exigences d'un processus, d'une structure ou d'un service spécifié. Cette non-conformité est importante pour la décision d'accorder ou non l'accréditation et elle va être catégorisée en non-conformité majeure complète lorsque la norme n'a pas du tout été validée. La preuve ne valide pas la norme ou le critère, ou non-conformité mineure ou encore partielle. Enfin, la vérification de conformité, c'est la confirmation de la conformité par l'examen des preuves. Donc, il faut savoir que l'accréditation ne garantit pas le succès, c'est juste une étape du processus qualité
La gestion de la qualité va avoir pour objectif de satisfaire les consommateurs et l'accréditation n'est là que pour permettre d'assurer cette qualité-là, puisque le système de gestion de la qualité est surtout basé sur l'amélioration continue. L'accréditation permettra de réduire les erreurs et ainsi d'offrir des services optimaux aux clients. Donc, les résultats de l'accréditation vont permettre la mesure de la solidité et de l'intégrité du système qualité, le contrôle continu du système qualité et la reconnaissance des efforts effectués par le laboratoire et ses responsables. En effet, les laboratoires accrédités ont tendance à réaliser de meilleurs tests de compétences, avoir un système qualité qui fonctionne. Mais il faut savoir que être accrédité est un accomplissement. C'est un accomplissement. Ça prouve l'engagement, la responsabilité de la direction et des différentes parties prenantes. Mais le plus important, c'est maintenir l'accréditation qui peut être considérée comme une réussite. Lorsque vous êtes accrédité, c'est bien, mais si vous pouvez maintenir l'accréditation, vous aurez accompli une réussite. De toute façon, les accréditations durent généralement 3 ans, sont données pour 3 ans, et ensuite, il y a des visites pour venir vérifier effectivement si le niveau est maintenu et si on peut accorder encore une nouvelle accréditation. En résumé, nous dirons que les normes fournissent des lignes de conduite qui forment la base des pratiques qualité au laboratoire. Elles sont développées par des organisations. L'accréditation et la certification sont 2 processus qui permettent de reconnaître qu'un laboratoire répond aux normes désignées. Un programme de gestion de la qualité actif assure que le laboratoire est constamment en état de préparation pour l'accréditation. Et comme message clé, nous pouvons retenir que l'accréditation est une importante étape dans l'amélioration continue du système de gestion de la qualité et être accrédité est un accomplissement. Maintenir l'accréditation est une réussite. Je vous remercie. Thank you, Diamandi. Have a good Saturday. Thank you. Bye.